c'est un jeu d'échecs en fait, un combat, tu vois. T'as étudié les failles de ton adversaire, il a étudié les tiennes, t'as étudié ses points forts, il a étudié les tiens. Donc après, c'est vraiment un jeu d'échecs. T'arrives à l'emmener dans un terrain où il sera pas trop à l'aise. C'est vraiment, comme tu dis, en fait, à l'instant T, il faut prendre la bonne décision. Si tu te loupes, en fait, à un niveau débutant ou à un niveau intermédiaire, tu peux faire des erreurs, tu peux ne pas te faire sanctionner, tu vois. Mais par contre, au haut niveau, au très haut niveau, une erreur, ça pardonne pas. Bon, mais bienvenue sur la chaîne YouTube Festigone. On est heureux aujourd'hui de recevoir un Lyonnais dont on est fier pour le parcours qu'il a eu, parce que c'est un sportif de haut niveau. Donc on est content parce que c'est la première fois qu'on reçoit un sportif de haut niveau sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, comme je te disais Yanis, on va retracer ton parcours. On va discuter avec toi, prendre le temps. Comme je te disais, c'est une discussion en famille ici, hein. Il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de sujet tabou. Et avant de commencer, Yanis, comment tu te sens, mon frère? Eh ben, ça va. Merci à vous, Festigone, de m'avoir convié ici. Je me sens très bien et j'ai hâte de poursuivre les combats qui devraient arriver très prochainement. Ok, bah, merci beaucoup. Et comme je dis tout le temps, moi, derrière un sportif, il y a un homme. Donc, tu as eu un parcours. Et j'aimerais bien qu'on retrace un peu ce parcours, que le public puisse savoir qui t'es, d'où tu viens, comment tu as grandi, le contexte familial dans lequel tu as pu évoluer, toi. Et donc, bah, je vais te laisser te présenter un peu plus en détail, du coup, Yanis. Ok, bah moi, pour ceux qui me connaissent pas, c'est Yanis Guémouri, j'ai 30 ans, combattant professionnel de MMA. J'ai commencé par le kung-fu, bref, c'était vraiment bref, c'était quelques mois. Après, je suis plutôt orienté vers la boxe thaïlandaise. Donc là, c'était plus direct, c'était plus dur. Et de fil en aiguille, à la Team Esbiri, j'ai commencé à m'entraîner en MMA. Après, je suis allé un peu à la lutte aussi à côté parce qu'il faut faire de la lutte à part. J'ai fait un peu de grappling aussi. Et après, je suis resté plusieurs années là-bas. J'ai commencé les combats en pied-point. Ensuite, en MMA, j'ai commencé aussi. Et à l'époque, en France, on ne pouvait pas combattre avec les frappes au sol. Donc ça s'appelait le pancrace. On ne pouvait que soumettre une fois au sol. Donc on combattait un peu à l'étranger pour faire du MMA. Et après, voilà, j'ai combattu un peu de partout, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, au Moyen-Orient, à Abu Dhabi, tout ça. Donc ce qui est bien maintenant, c'est qu'en France, le MMA, il a été légalisé. Exactement. Mais le problème, c'est que maintenant, moi, je suis dans des orgas, je suis pas dans une orga française. Donc après, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations, que ce soit l'UFC, le KSW, le PFL, qui s'implantent à Lyon en France, mais qui sont venus aussi à Lyon. Le PFL, ils sont venus à Lyon le 14 décembre. Donc en vrai, même les grosses orgas maintenant, elles viennent en France. Donc ça, c'est top. Ok. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Bon, je vais recontextualiser un peu, hein. Toi, tu es un combattant qui a été à l'UFC. Donc, c'est le Saint Graal, l'UFC, hein, c'est la Ligue des champions du MMA. Donc, tu es un combattant qui est en 12-3 aujourd'hui, en carrière professionnelle. Tu es pro depuis 2014, il me semble, ton premier ça, combat. fin 2014. Exactement. Et justement, toi, ça a été quoi tes débuts dans le MMA? Comment tu t'es mis au sport de combat? À partir de quel âge? Et comment tu t'es formé dès que tu as voulu te mettre dans les sports de combat? Franchement, tout début, quand j'ai commencé, j'étais avec un pote du lycée et j'avais pas pour objectif de faire des combats. La première année, franchement, j'ai fait, je te dis que de la taille, mais c'était du loisir. Franchement, des fois, j'avais pas l'entraînement, des fois, j'y allais, c'était vraiment du loisir. Et après, je sais pas pourquoi, la deuxième année, je m'y suis mis plus sérieusement. J'ai commencé à progresser petit à petit. J'ai fait championnat de France en K1, je les ai gagnés, j'étais en junior. Donc après, je me suis dit, bon, bah, maintenant, c'est vrai que j'ai commencé à goûter au ring. En vrai, après, c'est un engrenage. Tu peux plus t'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et après, surtout le MMA, ce qui m'a donné envie, c'est quand je suis tombé sur un combat, je le dis tout le temps dans mes interviews, Mirko Cro Cop contre Fedor Emelianenko. C'est Sacré combat. voilà. Sacré combat. Ce combat, on le surnomme le combat du siècle. Donc, je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu. Donc, quand je suis tombé sur ce combat, je dis, ah ouais, c'est trop bien ce sport. Mais il frappe par terre, oh, il tente des soumissions. Debout, ça tape, les projections, il y avait tout en fait. Et après, j'ai regardé beaucoup leurs combats respectifs à eux deux, mais contre d'autres adversaires. Et j'ai décidé de me lancer à fond dans le MMA une fois que je suis tombé sur eux.
Ok. Et souvent, moi, souvent les personnes qui font du MMA, quand on leur pose la question, ils te disent oui, c'est parce que moi j'aimais trop la bagarre. C'était ton cas, toi, t'aimais trop la bagarre quand t'étais plus jeune ou Un peu pas comme tout le spécialement? monde, on se battait, on aimait bien se battre, voilà, on a tous des frères, on se battait et Ouais, tout, des copains, un classique. on se battait un peu à l'école et tout, mais c'était, voilà, c'était, après non, j'étais pas comme ceux qui racontent qu'ils se battaient tout le temps dans la rue, même à Ouais. 15 ans, à 20 ans, non, c'est pas comme ça, C'est pas comme ça, c'est clairement. pas comme ça, donc non, en tout cas, je vais pas raconter ça parce que ce serait faux, mais non, j'aimais juste les arts martiaux, Ok. voilà. Ouais, donc toi, c'est vraiment la mentalité martiale aussi qui te plaît. Ouais, c'est ça. Et le MMA, surtout, c'est que c'est complet. Quand je faisais de la taille et du pied-point, bah, une fois que tu clinches un peu, que tu es encore à corps, tu dois lâcher ton adversaire. Ce que j'aime bien dans le MMA, c'est qu'il n'y a pas de phase, sauf un coup interdit, il n'y a pas de phase d'arrêt, tu vois. C'est vrai. Si tu es encore à corps, tu continues. Si tu l'as emmené au sol, tu continues. Si ça se relève, ça tape, ça continue. En fait, il n'y a pas de temps mort normalement dans un round de MMA. Donc c'est ça qui m'a donné aussi envie de. En fait, c'est vraiment l'art, les arts martiaux mix où tu peux pas faire plus haut que ça, tu vois. Et ce qui est intéressant en plus avec toi, c'est que moi je te qualifie comme combattant complet, dans le sens où même dans ton palmarès ça se reflète, hein, t'as 3 Ouais, un TKO, peu de t'as 4 soumission. soumissions, en plus avec du rear naked choke, t'as du arm naked, enfin tu vois, t'es vraiment complet, et ça se sent que toi t'aimes la pratique martiale dans C'est toute ça. sa diversité, tu vois. Et justement, toi, dans le MMA, c'est quoi pour toi la discipline qui te permet d'avoir un vrai avantage en tant que combattant de MMA? Parce qu'on dit souvent c'est la lutte, on dit qu'il y a l'ère des lutteurs qui a tué. Ben, en fait, cette question, comme tu dis, elle est très pertinente parce que quand le MMA a commencé par Rex Gracie, c'était bah, surtout le Jiu-Jitsu qui dominait parce que Ouais. personne connaissait, tu vois. Mm. C'est-à-dire, une fois au sol, les mecs, ça marchait plus de frapper comme un bourrin. Tu te Clairement. prenais une clé de bras, un triangle. Donc, il y a eu cette période de Jiu-Jitsuka. Après, on a eu la période des lutteurs aussi où ils ont dominé. Et là, en ce moment, on a eu une grosse période de striker aussi. Ouais. Alex Pereira, tout ça, vraiment, Ouais, des c'était. Sanya, Voilà, aussi Desania, connu. c'est ça exactement. On a eu Sean O'Malley, il avait pris la ceinture. C'était vraiment le striking qui a prédominé. Donc après, moi je dirais qu'il faut être le plus complet possible parce que tantôt demain, tu es super fort en grappling, tu es super fort en lutte, mais t'es pas bon en boxe. Ah, bah, Mais que ton adversaire, t'arrives pas à l'emmener au sol parce qu'il a une ouais. grosse défense de lutte Mm. et que debout, il frappe dur, il est précis, ça va être dur. Et à l'inverse, si demain, tu es fort en boxe, ton adversaire il est très très fort au sol, faut que tu restes debout, faut que tu arrives à frapper précis, faut que tu frappes juste, tu défends ses emmener au sol. En fait, faut être complet, tu vois. Faut être complet, vraiment, vraiment complet. Et est-ce que le cerveau humain, là je vais parler un peu en termes de psychologie et de sociologie, mais est-ce que le cerveau humain il arrive à assimiler autant d'informations? Parce que très souvent on va nous dire, bah, tu as toujours une discipline où tu vas être meilleur que l'autre. On regarde un Desagna aujourd'hui, un Pereira, ils arrivent à prédominer avec le C'est striking. vrai. Mais comment on fait en fait pour assimiler autant de disciplines et en combat, en réalité de combat, savoir que là, ok, là il faut que je prenne la décision de l'emmener au sol, là à ce moment-là il faut que je prenne la décision de rester debout. C'est complexe, tu vois. Et je te pose cette question de façon un peu naïve parce que on a la chance aujourd'hui de t'avoir toi qui est un combattant pro, qui a quand même fait ce qui se fait de mieux en termes d'organisation, l'UFC. Et comment toi tu fais quand tu es en situation de combat pour savoir comment réagir et quel art martial utiliser à quel moment, tu vois. En fait, justement, il y a dans un combat, il y a le physique qui va compter, la technique, tout ça. Mais il y a une chose essentielle, c'est vraiment, on appelle ça le fight IQ, tu vois, c'est vraiment la faculté intellectuelle du combattant à s'adapter, à imposer son rythme, son style à son adversaire, parce que c'est un jeu d'échecs en fait, un combat, tu vois. Tu as étudié les failles de ton adversaire, il a étudié les tiennes, tu as étudié ses points forts, il a étudié les tiens. Donc après, c'est vraiment un jeu d'échecs. Tu arrives à l'emmener dans un terrain où il serait trop à l'aise. Donc c'est vraiment, comme tu dis, en fait, à l'instant T, il faut prendre la bonne décision. Si tu te loupes, en fait, à un niveau débutant ou à un niveau intermédiaire, tu peux faire des erreurs, tu peux ne pas te faire sanctionner, tu vois. Mais par contre, au haut niveau, au très haut niveau, Ouais, ça une pardonne erreur, pas. ça pardonne Ouais, pas. Tu clairement. mets pas ta garde, t'es touché, tu tombes. Euh, il t'a attaqué en double leg, t'étais Ouais. trop proche de lui, tes hanches, elles étaient trop proches de lui, il a réussi à te saisir au bon moment. Ah, pour défendre, ça va être dur parce qu'il aura la demi-seconde d'avance sur Ouais. toi, sur le timing, tu vois. Genre Saint-Pierre, il était très fort dans ça, tu vois. Le sol, pareil, si t'as mal défendu, qu'il a entamé une position dominante ou n'importe, si t'as pas réagi au bon Ouais. moment, c'est au haut niveau en tout cas, au très haut niveau en général, tu te fais sanctionner. C'est comme au foot, hein. Ah, bah, clairement. T'as lâché ton joueur, ce qu'on Clairement. voit sans Ligue des Champions des fois, tu sais, ils font des petits ralentis avec les palettes 3D et tout.
bah, il suffit que le mec il a pas suivi son joueur, il a pris 2 mètres d'avance, c'est fini, ça a créé un décalage, boum boum boum, but derrière, tu vois. Ça va vite. Donc en fait, dans tous les sports, quand tu es au très haut niveau, si tu fais une erreur, c'est en général tu te fais C'est le sanctionner. catch, ouais. Ouais, il y a quand même une notion d'instinct qui est quand même très Il y a l'instinct et il faut surtout répéter, répéter, répéter. Par exemple, t'as pris 2 bons exemples de Pereira et Adesanya. Mm. C'est des mecs qui ont performé au Glory, tout ça, qui étaient très forts en pied-point, qui le sont toujours, mais à l'époque, ils faisaient que ça. Et ben, eux, du coup, ils ont dû vraiment bouffer de la lutte du sol, parce que logiquement, tu vas affronter Alex Pereira demain, t'as pas envie de rester debout avec lui, tu vois. À part si tu veux te réveiller sur un lit d'hôpital. Mais t'as pas envie de rester debout face à ce genre de mec, donc t'es obligé de travailler ta lutte, tout ça, d'en bouffer, et surtout de faire du sparring, pour que tes réflexes, en fait, ça devienne naturel. Ah ouais, que ce soit naturel. Ça, c'est marrant, tu parles de Alex Pereira parce que je sais pas si t'as vu, mais Ankalaev, il a dit que il allait rester debout avec lui. Donc je lui souhaite bonne chance, moi. Clairement. Je pense que c'est plus de l'intox, tu vois. Ouais, je pense. Parce que Blakovic, il disait la même chose. On Il l'a a vu. vite lutté, hein. Tu prends un jab, tu te dis, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est pas humain, ça. Non, je pense que c'est de l'intox, et après, non. Je pense qu'on va vite le voir, il va commencer à boxer. Mais c'est marrant parce que tu parles d'intox et on sait qu'avant un combat, il y a déjà un combat, tu vois, pour les combattants. Il y a comment tu vas réussir à déstabiliser psychologiquement ton adversaire. Et on le voit avec des protagonistes comme des Cédric Doumbé ou même un Sean Strickland à l'UFC, ou même Duplessis, hein, tu le vois qu'il a bien perturbé Adesanya avant leur combat. Et à quel point ça, c'est impactant quand toi, tu subis ça? Je sais pas si toi, tu l'as déjà subi ou si tu l'as déjà fait subir à un combattant, mais à quel point ça, c'est impactant? En fait, il faut vraiment avoir, comme on dit, il faut avoir les nerfs solides parce que ça peut vite te faire sortir de ton combat, de ta stratégie, tu vois. Moi, je sais qu'il y a déjà des combattants qui envoient des messages, tout ça, qui essaient de te chercher, qui essaient de te dire, ah, ça sert à rien, de toute façon, tu vas perdre, je vais te mettre KO. Après, moi, j'ai jamais répondu parce que ça sert à rien. Parce qu'après, si je me lance dans ça, je vais plus laisser mon énergie là-dedans qu'à l'entraînement. Mais t'en as, ça les affecte, donc ils craquent, ils répondent, tout ça. Et on peut prendre l'exemple de José Aldo contre Conor McGregor. Il y avait des backstage et tout, tu vois, il parlait mal, José Aldo, parce que ça l'avait vraiment touché au plus profond. Après, l'autre aussi disait des choses graves, tu vois. Mais du coup, bah, il a voulu tellement lui faire mal qu'il s'est jeté menton en avant. Ça pardonne pas avec un mec comme Conor. Clairement, c'est un coup d'œil. Donc voilà, moi en tout cas, je l'ai jamais fait, je le ferai jamais, tu vois. Envoyer des messages ou mal parler d'un adversaire. Ouais, non, mais C'est pas dans ma nature et j'ai pas envie de me donner un rôle pour pouvoir faire plaisir aux organisations. Ah, je suis d'accord. Et puis c'est d'autant plus. Enfin, pour moi, ça va pas de pair avec l'esprit martial. Enfin, En plus. moi, à titre perso, je me suis mis au MMA, ça fait 1 an et en fait, ça m'a impressionné la mentalité d'une salle de sport. Ouais, c'est vrai. T'arrives, t'as ton coach, c'est le respect du coach, c'est le respect des heures d'entraînement. T'arrives C'est 5 minutes en retard, enfin, tu prends tes T'es sanctionné. t'es sanctionné, tu Ouais, vois. c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, ça m'étonne un peu à l'ère actuelle que beaucoup de combattants se mettent dans cette façon de promouvoir les combats pour Ouais. avoir de la visibilité, pour exploser sur les réseaux sociaux. Après, tu sais, je pense aussi, il y en a, ils ont besoin de ça pour se rassurer aussi. C'est vraiment mental. T'en as, c'est des mauvaises personnes, donc ils aiment juste être chiants. Mais t'en as aussi, je pense, ils ont besoin de ça, tu vois, pour de narguer, de chercher, tu sais, ils sont excités par le combat, pour se rassurer, pour, ça y est, se conditionner au combat, en fait. T'en as aussi, ils ont besoin de ça, je pense. Ouais, mais j'entendais Doumbé qui disait qu'en fait, lui, le fait de. En fait, c'est pas l'adversaire qui met la pression, c'est à lui-même qui se met cette pression-là. En trash talkant tellement, il se dit que. J'ai En fait, j'ai choix. tellement parlé que j'ai Ouais. plus le choix. Ouais, tu ouais, vois, c'est de vrai, performer. bah, tu vois, regarde. Ouais, C'est possible aussi qu'il y en a, c'est dans ce sens-là, tu vois. c'est une forme de psychologie inversée aussi. Et moi, comme je t'ai dit, à chaque fois, même les derniers adversaires qui m'envoyaient des messages, quand j'en parlais avec mes proches et tout, je leur disais, ah, c'est bon, on va combattre. Et à la fin, on va se faire une accolade. Ouais, bah, c'est ça. Force à toi pour la suite. C'est ça. Donc c'est pour ça, pourquoi tu veux qu'avant on fasse genre on est ennemis? Après, on est ennemis dans la cage, bien sûr. Et pour qu'après, c'est pour venir me faire un câlin. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Moi, j'aime pas. Et souvent, on le voit ça en plus à la fin des combats. C'est ça, c'est toujours Même comme quand il y a eu beaucoup d'animosité Ouais. avant. Quand la pression elle redescend, le combat il est fini. T'as fini ton cut, t'as fini ta perte de poids, t'as fini ton combat, t'as pris des coups, t'en as mis. Ça y est, le résultat il est acté. Tu sais, t'as cette pression qui part. Tu vois, ça y est, t'as fait ton travail. T'as gagné, tant mieux. T'as perdu, c'est pas grave, tu retournes à l'entraînement. Et ben ça enlève la pression. Et là, tu vois les mecs, ça y est, ça devient des potes. C'est ça. Non, mais c'est souvent comme ça.
Ben, en tout cas, c'est intéressant. Là, on a pu parler un peu de tes débuts, toi, en tant que combattant, mais j'aimerais juste savoir si toi, tu as eu un parcours amateur ou pas avant de signer pro. En MMA, non, Ouais. j'ai fait un seul combat au Shooto en Suisse, Ok. en 2014. Et après, j'ai enchaîné sur du pro. Directement. Ouais, ok. directement. En fait, c'était pas comme maintenant. Ouais. Avant, Ah, ouais. il n'y avait pas d'orgas Circuit ici. amateur. Maintenant, il y a trop d'orgas en France, c'est C'est- trop bien. Moi, je leur dis aux amateurs, je dis, vous avez une chance de Ah, malade. oui. Vous passez sur RMC Sport 2, C'est incroyable. vous passez sur Twitch. Les médias, ils parlent sur vous sur les réseaux sociaux. Ils vous vendent. Des fois, tu as des amateurs, ils sont mieux payés que des Ah oui, professionnels. Un Paul Déna, j'ai entendu. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, tu te dis, mais en vrai, ils ont tout. Les infrastructures qui ont évolué, le type d'entraînement, la manière d'enseigner, les coachs. Maintenant, en France, il y a vraiment tout, en fait. Ah, il y a un sacré T'as plus vivier, besoin en fait. d'aller, je sais pas où pour combattre, tu vois. Pas besoin d'aller au Daghestan pour apprendre la lutte. On est Exactement. d'accord. Non, mais tant mieux, franchement. Et puis même, ça va élever le niveau global, en fait, parce que Exactement. de connaître déjà ces niveaux de pression-là en amateur, comme il a Ouais. pu vivre Paul là, sur le dernier hexagone, où tout le monde Ouais. lui donnait perdant contre Alan Landouzi, Ouais. tu dis, bah, c'est des mecs, quand ils vont arriver dans le circuit pro, ils ont déjà la tête sur les épaules. Ouais, c'est ça, ils auront déjà les nerfs solides, tu vois, donc c'est que de l'expérience. Clairement, clairement. Ok, donc toi, tu as commencé en 2014 en tant que dans le circuit pro. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ton parcours, c'est que c'est un parcours, on sent que tu as tiré beaucoup d'enseignements. Tu vois, tu commences avec une carrière où tu enchaînes 3 victoires d'un coup. Donc ça. forcément, tu peux te sentir pousser des ailes. C'est ça. Et puis, tu as ta première défaite en 2015 contre un Français d'ailleurs. C'est ça. Steve, Steve Polifont. Et exactement, en plus, c'était pour une Polifont. ceinture. Ok. Ouais. Ah, je savais même pas. Ceinture du Contenders à l'époque. Ok. Bah, il le fait encore, Hatch, ce Ouais. format-là de tournoi. Mais c'est ça. Et cette défaite, en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle m'a permis de travailler, parce que j'avais perdu sur un triangle, Ouais. bah, de plus travailler mon sol, tu vois. Mm. Et maintenant, tu vois, c'est bête ce que je vais dire, mais à chaque fois que je suis bloqué dans un triangle à l'entraînement ou quoi, bah, j'ai toujours ce Cette image. flash il y a 10 ans, parce que c'était maintenant il y a 10 Ah, ans, bah oui, c'était 10 en ans. 2015, où je me dis non, j'ai plus le droit de taper sur cette soumission. Et du coup, j'ai grave taffé mon sol. C'est pour ça qu'on dit on apprend beaucoup des défaites, et c'est vrai, c'est pas juste on apprend, on regarde, on voit le combat, je dis ok, bon bah j'ai fait ça, fallait pas que je le refasse. Après, il faut le taffer, il faut le Ouais. travailler, tu vois. Clairement. Ok. Et donc, ouais, donc, toi, après cette défaite, ce qui est magnifique et incroyable, c'est que tu enchaînes 9 victoires. Mais moi, quand je regarde ton tapologie, en fait, toi, tu commences fort ton début de carrière où t'enchaînais, t'as fait un combat par mois. Ouais. En début Ouais, de c'est carrière, vrai. c'est incroyable. J'en ai fait 4 en 2 mois, fin Ouais. 2014. Ouais, De c'est octobre à décembre. Exactement, Je me rappelle. t'avais enchaîné de fou. Ensuite, en 2015, bon, il y a cette défaite. Ensuite, t'as un rythme d'enchaînement des combats qui... En fait, ouais, c'est ça, parce que ce qui s'est passé en 2015, c'est là que l'engrenage il a commencé. J'ai ma première défaite, et en septembre, je me fais les ligaments croisés. Ah, ok. Donc C'est du coup, forcément- voilà, c'est ça, out. Après, je devais combattre en mai 2016 au LFC. J'ai pas combattu mon adversaire, il n'était pas venu. Du coup, bah après, tu sais, ça retarde un peu le temps de trouver un combat, une orga, tout ça. Parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Pour signer dans une orga, un multi-fight, c'était pas évident, tu vois. Ça se faisait moins. Donc du coup, après, je crois, c'est en 2018 que j'ai recombattu. En Angleterre pour une Ouais. ceinture. Exactement. Donc après, ouais, c'est ça. Après, t'as toujours des petites blessures à droite, à gauche. Après, le rythme, comme tu dis, il est moins soutenu. À un moment donné, je crois que j'étais même sur un combat par an. Ouais, bah t'as une À période. peu près, tu sais, si on fait une petite Une moyenne. fourchette. Donc ouais, après, ça a été plus dur d'enchaîner. Parce que, regarde, je prends en comparaison à Amin Ayoub, que justement, tu l'avais rencontré sur C'est ça. au début, et tu l'avais battu. Aujourd'hui, quand je regarde son tapologie, lui, il a 22-4, je crois. 22-5. Ouais, 22-5, ouais. 22-5, Attends, je connais. Ouais, Mais tu vois, et je me suis dit, mais comment ça se fait que, alors que vous avez commencé en même temps, toi, Ouais, t'as c'est moins de vrai. combats que lui, alors que toi, t'avais commencé, Ah ouais, je me Ça rappelle. voyez quoi, c'était. C'était après, voilà. Ouais. Des fois, trop enchaîné, c'est pas bon non plus. Ok. Après, avant, on faisait pas des régimes comme maintenant, tu vois. Ouais. Maintenant, avec les cuts, les régimes, avant, on combattait beaucoup au poids de corps, tu vois. Mais maintenant, du coup, tu es obligé quand même d'espacer les combats parce que, tu sais, le cut, ça te fatigue, C'est pas ton bon, métabolisme, voilà, c'est pas bon, tu vois, pour la santé en général. Donc, faut laisser quand même le temps au corps de respirer. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux jeunes qui combattent et tout, par exemple, même si tu as fait un combat facile, tu as gagné en 2 minutes, t'as pas de bobo, mais que tu as perdu 10 kilos pour faire ce Ouais. combat, tranquille, tu vois. Tranquille. Prends le temps. Même si physiquement, tu es bien, Tu mais te sens mentalement, tu vois, reprends goût à l'entraînement, remange un peu, voilà, ce qui te fait plaisir, mais vite fait, tu vois.
Et après, tu laisses ton corps quand même se remettre de ce que tu lui as fait subir, tu vois. Parce que c'est des contraintes. Et après, c'est bon, tu peux le contrarier encore à nouveau. Ah, c'est ça, mais c'est intéressant que tu parles du sujet du water cut. On va en parler un peu, expliquer un peu aux personnes qui nous suivent sur la chaîne, qu'est-ce que c'est concrètement le water cut, pourquoi vous faites ça vous les combattants aujourd'hui, et c'est quoi toi ton avis sur le water cut? Si tu peux un peu nous démocratiser et expliquer au public qu'est-ce que c'est. Alors, water cut, c'est une forme de perte de poids. En fait, de base, le combattant il combat dans une catégorie qui n'est pas la sienne. En général, par exemple, les lightweight, les 70 kilos, bah, ils font, hors combat, ils font environ 80, t'en vont jusqu'à 85, tu vois, Ouais. pour les plus balèzes. Donc, ils font des pertes de poids. En moyenne, c'est du 10 kilos. Si je te donne une moyenne, tu vois. Chaque combattant, à peu près, perd au moins 10 kilos. Donc, au début, il y a une phase de régime, d'alimentation. Tu vas éliminer le gras, tu vas supprimer le sucre, tu vas perdre ton poids. Et en fait, tu arrives à la dernière semaine. Après, il y a plusieurs méthodes différentes, tu vois. Il y en a vraiment plein, plein, plein. Je sais que des fois, les Brésiliens, ils boivent 10 litres d'eau par jour pendant 2 semaines. Donc, ils se déshydratent de ouf. Je sais que Paulo Costa, il faisait ça. Mais ça, c'est encore plus dangereux pour la santé, pour les reins. Mais après, la dernière semaine, on boit beaucoup. On supprime petit à petit les glucides de plus en plus. Voilà, tout ça. Et après, on mange moins, bien évidemment. Et en fait, on se surhydrate pour éliminer encore plus. Notre corps, il est plein d'eau, en fait. Donc, du coup, on va beaucoup aux toilettes, on urine beaucoup. Et même quand on va attaquer la phase dans les 48, 24 dernières heures avant la pesée officielle, bah, vu que notre corps il est plein d'eau, quand on va aller dans le sauna, bah, ça élimine encore plus d'eau, tu vois. Donc après, la dernière semaine, c'est beaucoup de pertes au niveau de l'eau, en fait, qu'on va faire subir au corps. Donc c'est la plus chiante, c'est la plus dure. Putain. Donc voilà. Si moi je suis pas pour parce que ça met la santé en jeu. C'est chiant aussi parce que le régime, tout ça, pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu sais, tu te restreins, tu vois, tu te fais pas plaisir. Donc même mentalement et physiquement, c'est un peu dur. Mais vu que tout le monde le fait, on Malheureusement. n'a pas le choix. Ouais, en On plus, doit tous le faire. c'est le combat avant le combat, ça, pour moi. Ouais, Le moi, vrai comme je combat, dis, ça, en fait. c'est le plus dur. C'est le plus dur. Et on le dit tous, et c'est pas une légende, c'est pas une phrase bateau parce que ça dure nuit et jour pendant 1 mois, 2 mois, tu vois. C'est nuit et jour. Ah ouais, non, Le c'est- combat, t'arrives, bah ça y est, avant d'aller dans la cage, t'as quand même mangé, bu, tu t'es fait plaisir, t'as mangé n'importe quoi, mais t'as mangé des grosses quantités de riz, de pâtes, tu vois, tu t'es fait plaisir, t'as le ventre plein, t'as repris de l'énergie. Mais le combat, voilà, après tu vas transpirer, tu vas boire de l'eau entre les rounds et ça y est, on n'en parle plus, et ça dure 15 minutes maximum. Exactement. Donc c'est pas comme Le régime, tu vois. Et surtout, il faut expliquer au public que, en fait, vous êtes pesé 48 heures avant le combat, c'est ça? 36 heures Ah à oui, peu près. 36 heures. Et donc, du coup, une fois que vous êtes pesé à un certain point, par exemple, toi, tu combats à la fois chez les bantams, donc les 61 kilos, et aussi les feathers, ça t'est arrivé, Ouais. donc les 66. Donc, une fois que tu es pesé à ce poids-là, eh ben, tu as le droit de remanger, réhydrater, de réhydrater. Et donc, souvent, en moyenne, les combattants font un regain de Ouais, ça. plus On appelle 8. ça le rebond. Ouais. Ouais, voilà, tu fais plus 8, plus 10. Ouais. Donc, dans la cage, en réalité, C'est en vrai. fait, t'es pas à 61, mais t'es plus aux alentours de 70, 72. Quoi. c'est ça, exactement. Pour un bantamweight, c'est 61,7 la tolérance quand tu fais pas de ceinture. Ok. Moi, je sais que par exemple, la dernière fois, je suis remonté à 72 en 12 heures. Le vendredi matin, je suis pesé à 61,7, 136 livres. Le soir même, j'avais envoyé une photo à mon nutritionniste, j'étais à 72,100. Ah ouais, Donc j'avais repris 10 kilos 400 c'est incroyable. en ça, 12 quand heures. même. Après, bah, le lendemain, j'ai encore mangé, j'ai Ouais, encore tu bu. m'étonnes. Fait, dans la cage, je devais être à peu près à ce point-là, peut-être un peu plus, mais je devais être à peu près à ce point-là. Donc, on dit souvent que pour les profils un peu lutteurs, donc, qui sont plus forts dans les phases de préhension, ça leur donne un réel avantage. En fait, même pour les strikers hein, ou le grappleur, demain, tu as ton adversaire au sol. Je te dis une bêtise, tu as un bantamweight qui pèse 65 kilos et qui veut combattre en bantam. Et il prend un gars solide qui, hors combat, il a 73 kilos. Et on va dire, il remonte dans la cage à 72, tu as 7 kilos d'écart. Ouais, c'est- Bah, franchement, le mec, il est surtout au sol, c'est Bah, 7 ouais, kilos je en le plus. sens. Ouais. Quand il tape, c'est plus lourd. Quand, comme tu as dit en lutte, bah, c'est plus puissant. En fait, pour le MMA en général, ça peut être un gros avantage, le fait d'avoir ce Ouais, poids-là. c'est- Mais au niveau, je te mens pas, on est tous à peu près pareil. Ouais, bah, c'est ce qui me semble. Franchement, on est tous à peu près pareil. Tu vas peut-être avoir 2 kilos, max 2 kilos d'écart. Ouais, ouais. C'est Ok.
Ouais, c'est particulier quand même, hein, moi je trouve Ouais, ça. non, moi j'aime pas. Bah, clairement, c'est. Moi je trouve que les combattants, quand même, faut mettre du respect sur vous. Parce que c'est terrible, tout ce que vous vous infligez, les entraînements. Et en plus, on dit souvent qu'un combattant, quand il arrive en combat, il est rarement à 100%. Il y a Oui, toujours, t'as toujours un truc. il y a toujours un truc. Il y a tu toujours un vois. truc. Mais ce qui est bien, c'est, comme je dis moi à chaque fois à mes collègues, c'est en vrai, tu sais, ouais, j'ai un peu mal là, j'ai un peu là. Je dis, mais ton adversaire aussi, il a mal. Ouais, On a tous des trucs. On a tous des trucs. Bah, comme là, Merab et Oumar. Oui, Omar, Lui, il s'est vu se pète la main. Bon, pendant le combat, l'autre, il nous a montré après les photos. Ouais, Merab, ouais, ouais. j'avais ça, j'avais le dos bloqué. T'as toujours un petit truc. Clairement. Moi, je sais que c'est le premier combat que j'ai fait en MMA, j'avais rien. Ouais. Mais dès que j'ai passé le premier combat, donc l'entraînement, tout ça, j'ai toujours une petite blessure. J'ai toujours combattu avec une petite blessure Ah minimum. ouais, quand même. Ouais, t'es obligé après. Mais c'est tout le monde. Ouais, bah tu C'est m'étonnes. tout le monde. Et c'est quoi? Enfin, moi, j'aimerais bien tu vois, que tu puisses nous donner un cadre de visualisation de comment ça se passe le jour d'un combat typique. Comment tu te réveilles la veille? Est-ce que tu as des sensations de nausée? Est-ce que tu visualises déjà le combat, comment il va se passer dans ton cerveau? Est-ce que tu te fais tous les scénarios? Et avant d'arriver dans la cage, et une fois que tu es dans la cage, c'est quoi les premières sensations avant les premiers échanges de coups? Alors, franchement, après, ça, c'est propre à chacun. On a tous des petites routines d'avant-combat, pendant la fight week et tout. Moi, je sais que, par exemple, pour mon exemple à moi, bah déjà, la veille du combat, déjà, t'as bien mangé, bu, ça fait. T'es plus. Tu vois, t'es bien au niveau de ça y est, ça, tu peux le mettre derrière. T'as plus faim, mais par contre, du coup, tu te focuses un peu plus sur le combat. Parce qu'avant, tu sais, le cutting et tout, tu penses vraiment à manger, à boire. Mais une fois que tu as passé ça, voilà, tu visualises que du positif. Moi, en tout cas, j'essaie de visualiser que du positif. Que voilà, je m'imagine pendant le combat en train de faire ça, en train d'essayer telle ou telle technique, tout ça, en train de dominer de mon adversaire, que l'arbitre à la fin me lève le bras, tu vois. Des proches qui te félicitent, tout ça, j'essaie vraiment de visualiser que du positif. Et après, non, sinon je me réveille, petit déj. Après, c'est réveil musculaire, Ok. petit entraînement léger de 30 minutes, parce que tu sais, le corps il s'est engourdi avec le cutting, tout ça. Réveiller un peu le corps. Après, petite douche et le repas du midi. Et après, en général, début d'après, milieu d'après, tu pars pour. Ils viennent te chercher, enfin, ils viennent te chercher, ils disent de descendre et tu descends, tu fais ton sac. En avant, Guingamp. Voilà, c'est incroyable. Moi, je sais pas, tu vois, rien qu'en entraînement, déjà, quand je spar avec les gens, je me dis, mais imagine, là, je me retrouve dans un contexte où j'arrive face à un mec, tu sais qu'il veut t'arracher la tête, tu vois, parce que, Ouais. et en plus, ce qui est terrible dans le MMA, c'est, moi, j'ai l'image souvent de Ngannou qui finit Gnoti, tu vois, tu vois comment il le finit une fois au sol, Ouais, tu le te dis, marteau. ouais, avec le coup de marteau, Ouais, ouais, non, mais- tu te dis, quand même, Il est violent, lui. c'est violent, non, mais même ce sport, il est d'une violence, et tu te Ouais. dis, je vais rentrer dans la cage, potentiellement, Ouais, ouais. et ça, c'est une situation qui peut m'arriver. Mais est-ce que toi, en amont du combat, tu travailles déjà tout cet aspect psychologique avec un préparateur mental ou quoi? Ou pas spécialement de ton côté? Non, pas spécialement. Ça, pareil, ça dépend du caractère de chacun. Moi, je sais que j'en connais qui font appel à des préparateurs mentaux, Ok. qui disent que ça leur fait du bien, hein. Donc, chose que j'en doute pas, parce que voilà, s'ils disent que ça leur fait du bien, qu'ils sont plus à l'aise dans la cage, c'est que c'est bien pour eux, tu vois. Mm. T'en as qui en ont pas besoin, par exemple. Moi, je sais que c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est ni que j'en ai besoin, c'est que pour l'instant, j'en vois pas la nécessité absolue. Ok. Donc, non, c'est propre à chacun, ça. Ok. Ok, bah en tout cas, on a pu retracer un peu ton parcours jusqu'ici. Maintenant, on va parler de la période UFC. Donc, comme on avait dit, toi, tu es managé par la BTT avec C'est ça. Guillaume Pelletier, donc, Exactement. qui a pu t'amener jusqu'à l'UFC, donc la Ligue des champions du MMA, quoi, clairement. Et comment ça s'est passé, toi, justement, les coulisses de ta signature à l'UFC? C'était quoi le feeling? Est-ce que, enfin, nous, on veut savoir un peu les backstage de comment ça s'est passé. Alors, avant d'aller à l'UFC, j'étais au Brave, Ouais. organisation basée au Bahreïn. Bah oui. J'étais au Brave et en fait, j'ai enchaîné, donc on en a parlé tout à l'heure, en 2022, décembre 2022, une victoire par TKO low kick. Et après, début juin, je crois, j'ai gagné aussi par KO deuxième round. Et en fait, l'UFC, ils aiment bien les profils. Plus que la soumission, c'est les KO, tu vois, ils aiment bien, tu vois, parce que comme Ouais, je te disais highlights. tout à l'heure, les highlights, le show, le sang, ils aiment bien, tu vois, qu'il y ait du KO. Même le grand public, de toute façon, c'est ce qu'ils aiment. Donc, ça m'a ouvert quand même des portes pour signer. Je pense que j'aurais gagné à la décision, ça aurait été. Je dis pas que j'aurais pas signé, mais ça aurait été plus compliqué. Donc là, vu que j'avais des finishes, ce qui était bien, c'est que l'UFC arrivait à Paris. C'était la deuxième édition. Ouais. En fait, voilà.
comme m'a dit mon manager, toutes les planètes sont alignées. Donc il a fait la demande, tu vois, il a proposé mon profil. Ce qui a joué aussi en ma faveur, c'est que l'adversaire que j'avais battu en décembre 2022, il n'avait pas de défaite avant la limite. C'est-à-dire, je crois qu'il avait 5 défaites à ce moment-là, mais c'était que des décisions. Et il avait vraiment perdu contre des mecs forts. Et bah, moi, j'étais le premier, en gros, à le finir avant la limite. Donc ça aussi, je pense que ça... Parce qu'il en avait parlé au matchmaker de l'UFC. Donc, voilà, de fil en aiguille, il y a eu ça. Après, il a poussé. Et Sean Shelby, le matchmaker, il m'a proposé un adversaire. Il m'a envoyé le contrat et ça s'est fait comme ça. Je sais que mon manager, il m'a dit, il tondait sa pelouse comme ça avec la tondeuse. Et il m'a dit, d'un coup, je reçois, on veut le passeport de Yanis. Il m'a dit, en gros, parce que c'est une femme qui s'occupe, tu sais, Ok, l'aspect administratif. c'est ça, administratif de l'UFC. Chacun a son poste. Et du coup, quand elle m'a dit ça, bah, il a compris que c'était validé, tu vois. Incroyable. Donc, moi, il m'a appelé. J'étais en Angleterre pour le combat de Fares contre Herbert. Oui. Et on était en pleine fight week, en fait. Et c'était un mercredi, si je dis pas de bêtises. Mardi ou mercredi, bref, c'est pareil. Et je me rappelle, j'étais malade ce jour-là et tout. J'étais pas bien, j'étais malade et tout. Et il me dit, oh frérot, je peux t'appeler. Moi, j'étais allé faire un sauna avec mon coach Fater. Et je remonte dans la chambre et tout. Et moi, je sais pas pourquoi je l'ai senti, parce qu'en fait, sur sa story, il avait mis +1. Et quand il mettait ça, c'était plus une signature, c'était que pour l'UFC, tu vois, c'était pas pour les autres Zargas. Ça fait, je vois sa story, je vois ça. Je vois, il me dit, je peux t'appeler. Et je lui dis, ouais, c'est bizarre, parce que tu sais, s'il veut me dire un truc, en général, c'est un message ou un vocal, tu vois. Mais quand il va appeler, c'est qu'il y a un truc important. Et là, je me dis, après, je voulais pas trop me faire d'illusions, je me dis, ça peut être ça. Donc après, il m'appelle, il me dit, de base, je devais combattre au Brave le 7 septembre à Nantes, et l'UFC, c'était le 2. Et il me dit, écoute, pour ton combat, pour le poids, faut que j'ai un petit souci. Je dis, bah, c'est quoi? C'est mon adversaire, est-ce qu'il veut changer de poids? Il veut faire un catchweight? Je lui demande, tu vois. Il me dit, non, tu vas devoir faire 61, mais il me dit, mais 5 jours avant. Et moi, je comprends direct, tu vois. Et là, je dis, non, sérieux, et tout. Il me dit, si. On était super contents et je l'ai remercié. Et maintenant, après, bah, voilà, ça s'est fait comme ça. Et en pleine fight week de Fares, après Fares, il a gagné. C'était magnifique, cette période. Juillet 2023. C'était bien. Et moi, justement, ce qui m'avait, bon, je vais le dire avec mes mots, hein, mais ce qui m'avait fait chier, c'est qu'on t'avait mis contre un Français, alors que tous les autres Français avaient eu des étrangers. Ouais. Et ça, vous n'avez pas de marge de manœuvre dessus. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon manager et moi, on a, entre guillemets, c'est pas entre guillemets, en vrai, on a sauvé un peu la carte de l'UFC Paris. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, je devais combattre en Bantam contre un Irlandais. Sauf que Taylor Lapillus, son adversaire, c'était Namourov, je sais plus comment il s'appelle, Gafourov, je crois. Il a fait forfait peu de temps avant l'UFC Paris. Donc Taylor, il s'est retrouvé sans adversaire. Taylor qui est un bantam. Ensuite, Gomis devait combattre, je sais plus s'il s'appelait Almeida ou je sais plus qui devait combattre. Oui. Je crois que c'était Almeida, je suis pas sûr. Donc du coup, Gomis qui est à 66, son adversaire out aussi. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a proposé que moi, je combatte contre Gomis à 66, vu que j'ai déjà fait du 66. Du coup, mon adversaire, qui est un 61, Taylor 61. En fait, si entre guillemets, on n'aurait pas fait ça, j'aurais combattu contre mon adversaire, l'Irlandais de base. Bah, Taylor, il n'aurait pas pu faire son retour à l'UFC chez lui à Paris. En plus, il est parisien, il a ramené du monde. Et Gomis, il n'aurait pas combattu non plus chez lui à Paris, en fait. Et vu qu'on a fait ça, ça a sauvé leur... ils ont pu combattre tous les deux, tu vois. Ouais, parce que moi, je t'avoue que ce combat, même, j'ai l'impression qu'on sentait qu'il y avait trop de respect entre Gomis et Ouais, c'est trop bizarre. Franchement, c'était bizarre, tu vois. Je vois pas que c'était... Ouais, c'était vraiment un combat où même moi, j'ai senti déjà avant et tout. Tu sais, même, t'entends tout le temps les médias, oui, franco-français, franco-français, t'entends ça. Tu sais, ça te... Même si tu essaies de faire abstraction, ça reste un peu dans ta tête, tu vois. Et puis c'est surtout que moi, je suis pour les chocs franco-français, ça élève notre sport, mais là, dans ce contexte-là, je trouvais ça bizarre. Ouais, ça s'est fait 5 jours avant. C'est la deuxième édition, toi tu viens de signer. C'était bizarre, c'était bizarre. On ressentait que vous deux, vous étiez pas à l'aise. Mais même tu sais, tout le monde me dit la même chose que toi, tu vois, c'était...
C'était bizarre. Ah, moi, ça m'avait fané. Je me dis, putain, on a un Ouais, deuxième c'est chiant. Lyonnais à l'UFC. Tu vois, ça tue. On va pouvoir. Tu sais, C'est vrai. c'est la fierté de Lyon aussi. Parce que c'est vrai que ça, vous le visualisez peut-être pas, un Fares ou toi, mais tu sais comment c'est à Lyon. On est fiers quand on a des personnes Bien sûr. qui nous mettent en lumière. Benzema, Ballon d'Or. Bah oui, tu vois ce que je veux dire, C'est qui vrai, pose, qui pose Lyon sur la carte de la France. Et ouais, et moi, ces circonstances, je les avais trouvées trop bizarres, tu vois. Donc, ce premier combat, bah, il se passe comme il se passe. Pour moi, j'ai même pas. Tu sais, ils l'ont compté en TKO, mais c'est. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, je disais que l'arbitre, ce qu'il a fait, je pensais que ça allait pas avoir de répercussions, mais au final, si, regarde. si. Au final, si, tu vois, ça s'est mal fini avec l'UFC. Mais le problème, c'est, voilà, comme tu as dit, c'est un TKO, c'est une décision, c'est pas pareil. Est-ce qu'ils m'ont regardé? Je sais pas. Ouais. Ça, on sait jamais. Ça, on sait Mais en tout cas, ça n'a pas joué en ma faveur du tout, tu vois. Clairement, clairement. Donc, Ouais. Voilà, bon. Et puis bon, arrive le deuxième combat, hein. Tu combats sur une grosse carte en plus. Ouais. C'était Proyashka Pereira. Pereira 2, je crois. Ouais, c'était Ouais, c'était le 2. Ouais, c'était le 2, ouais. Donc, grosse carte. En plus, tu pars à Vegas. Donc, Ouais. déjà, comment ça se passe quand tu combats comme ça à l'étranger? C'est eux qui vous prennent tout en charge, qui gèrent qui prennent vos billets, qui vous logent, ça se passe comment? Je te pose des questions Ouais, un peu bien naïves sûr, parce que bien nous, sûr. on est vraiment Ouais, en bien dehors sûr, de à ça et on sait l'extérieur. pas comment. Parce que les gens, ils pensent on a 3 coachs dans le coin, que ça y est, Ouais. l'UFC paye tout, alors que non, c'est pas du tout comme ça. C'est comme les autres organes, en fait, ils te payent pour toi. Donc, Ok. ta semaine de Fight Week à l'hôtel, Mm. plus ton billet d'avion aller-retour. Et ils payent que pour ton head coach, ton coach principal. D'accord. Le billet, pareil, plus l'hôtel. Par contre, si tu veux rajouter des personnes, c'est toi tes frais. Ouais, non. Donc, quand vous voyez les mecs qui sont 3 dans le coin et que c'est pas une ceinture, je crois une ceinture, si je dis pas de bêtises, ils t'accordent 2 coachs à leurs frais, je crois. Ok. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Mais en tout cas, quand c'est des combats normaux, ben, ils te payent qu'un coach. Donc, quand vous voyez les mecs qui sont 3 dans le coin, ben, dites-vous, à part si c'est eux qui payent, après, je sais pas comment ils s'arrangent entre eux, mais c'est tout aux frais de l'athlète, tu vois. Donc, on est parti 10 jours avant, pourquoi? Pour s'acclimater un peu. Normal. Parce que là-bas, il faisait chaud. Il fait chaud, Ouais, il faisait avec 42 tous les jours. Oh là là. C'était sec, c'était le désert. Oh là là, Ouais. c'était. Laisse tomber, il faisait vraiment, vraiment chaud à Vegas. Mm. Plus le décalage horaire, il y avait 9 heures de décalage, donc c'était. T'arrives, t'es en jet lag en plus. Ah oui, oui, oui. Ah, franchement, pendant 3 jours, t'as l'impression que t'es sur Jupiter. Tu sais, Clairement, t'es- pour avoir voyagé. Ah oui, oui, quelques fois, c'est. Donc c'est pour ça qu'on est parti un peu avant. Ok. Et voilà, après Vegas, c'était la T-Mobile Arena, donc grosse. Ouais, Il y a eu grosse salle. Khabib Connor, Ouais, bah oui. 2018. Ok, donc toi, tu arrives là-bas. Ce combat, bon, on sait l'issue qui s'est passée, hein. Donc, tu combats contre Peyton Talbot, combattant qui était qui est un Prospect. grand prospect, tu vois. Bon, même s'il a perdu semaine Ouais, dernière contre contre Barcelos. Barcelos, ouais, un vieux briscard qui est allé direct. Direct à la lutte, hein, qui a compris. Bah, je te mens pas que quand moi, Fares et Fatah, mon coach, tu sais, on a regardé, pas ensemble, mais chacun de notre côté le combat, on a tous eu le même, tu sais, le même regret parce que de base, c'est ce qu'on voulait faire. De toute façon, contre Talbot, il n'y a pas 40 000 solutions. Le mec, il avance tout le temps. Ah, c'est ça, et puis C'est un bulldozer, il encaisse et il tape. Donc, tu vas pas t'amuser à faire. C'est comme on disait par rapport à ceux qui veulent boxer avec Pereira, tu vois, c'est trop dangereux. Donc, nous, c'était ce qu'on avait prévu, tu vois, de coller, de lutter. En plus, moi, j'ai un style où j'aime bien coller les adversaires contre la cage. Donc, en fait, on avait prévu ça. Donc, quand je voyais que Barcelos, il le faisait et qu'il gagnait les rounds, il gagne le 1, il gagne le 2, et je vois, il gagne le 3, j'ai dit punaise. Ouais. Mais bon, après, j'ai fait une erreur aussi de principe élémentaire. La garde, tu vois, c'est ce que, quand j'en parle aux gens, déjà, j'envoie ma jambe, c'est pas la bonne distance pour l'envoyer. Mes yeux sont rivés sur le bas, tu vois, au niveau de l'impact qui était prévu. Sauf que j'ai fait une erreur élémentaire, c'est que j'ai pas mis de garde, tu vois. Ouais. Parce que demain, il met un bras arrière, je sais pas, il me tape un peu dans le gant, ou j'ai les mains hautes. Ouais, Bon, bah ça t'as va. menti, oui. Sauf que là, tu le prends au point du menton, ça pardonne pas. En plus, t'es pas contracté parce que le coup, je l'ai pas vu du tout arriver parce que je regardais sa jambe, tu vois. On peut même voir mon regard et ma tête qui Ah se non, baisse ouais. au moment du KO. C'est-à-dire, t'es sur une jambe, en plus, je suis vers l'arrière, en appui sur une jambe, et tu prends un bras arrière pour un menton, ça pardonne pas, tu vois. Ouais. Et moi, ce qui m'a frustré dans ce combat, en plus, je m'étais réveillé hein, de nuit. Si un jour tu t'amuses à aller regarder sur ton Insta, je t'avais tagué en disant allez, Yannis, c'est ton moment. Quand les combattants français combattent à l'étranger, même s'il faut faire nuit blanche, je le fais. Et ça m'avait fait chier parce que t'avais pas eu le temps de Ouais, t'exprimer mais c'est ça, sur ce c'est combat.
Et je m'étais dit, mais quand je vois j'ai regardé plusieurs de tes combats pour préparer l'interview, t'as toujours une bonne gestion des distances. Ouais. Tes low kicks, t'arrives bien à les envoyer en général. En plus, t'es un kicker, toi. T'arrives à la fois à envoyer des fronts, à la fois Ouais, les. c'est vrai. T'as une bonne jambe arrière. En général, en plus, dès que ton adversaire il arrive, t'arrives bien à jauger la distance. Ouais, ouais. Et sur ce combat, ça m'a trop frustré parce Ouais, que c'est ça, la c'est- distance, ouais. Comme on dit, tu te fais cueillir à froid, tu vois. Ouais. Là, c'est pas un match de foot où tu prends un but au bout de 20 secondes. Bon, bah, t'as mal commencé le match, tu remets le ballon au milieu de terrain et bon, allez, c'est reparti. Exactement. Là, t'as pas une deuxième chance, tu vois. Une fois que Ouais, t'es touché, c'est fini, tu vois. Mm. Mais voilà, erreur de base. La première chose qu'on t'apprend quand tu fais ton premier cours de PAO, c'est la garde. C'est le mec qui te reprend sur ta garde, tu vois. Mm. C'est un principe de base. C'est pour ça que je me tue à dire aux gens, la base, dans toutes les disciplines, la lutte, le sol, la boxe, il faut que vous maîtrisez les bases. C'est ce qu'on retrouve au plus haut niveau, c'est les trucs basiques, tu vois. Au final, les low kicks, c'est mon point fort. Ben là, par contre, mon point fort, ça a été mon point faible sur ce combat, tu vois. Donc en fait, c'est que d'expérience. Mm. C'est frustrant parce que c'était le plus gros combat, le plus gros enjeu de ma carrière. T-Mobile Arena contre un prospect, ça veut dire si tu le gagnes, ta carrière, elle décolle, tu vois. Donc, en fait, donc du coup, cette défaite, c'est que de l'expérience. J'ai un esprit de revanche aussi sur ma carrière, tu vois, par rapport à cette défaite. Donc, il faut que ça me serve de leçon, tu vois. Ok, j'aime beaucoup ta mentale. Hein. J'aime beaucoup Bon, après, il n'y a pas le tu- choix. Franchement, tu veux faire quoi Ouais, bah oui. Vraiment. Ouais, mais tu vois, il y a beaucoup de combattants qui, derrière une défaite comme ça, tu vois, on sait comment ça se passe. Tu vois, même il en a parlé, Poirier, quand il s'était pris le high kick de Gaethje là, Ouais. pour la BMF, là, il a dit, hein, il a passé des heures sombres. Enfin, tu vois, c'est très Ah compliqué. non, c'est très très dur. Jusqu'à. Bah, ta botte, tu l'as combattu la semaine dernière. Jusqu'à Ouais. encore la semaine dernière, t'as toujours deux, trois MMX, comme on les appelle, Ouais. tu sais, qui parlent en commentaire, qui machin, qui font référence à toi. Donc, pourtant, c'était en juin, tu vois. En juin Donc, 2000, 6-7 mois, 2004. tu vois. Donc, Ouais. mais c'est ça. Après, ça fait partie du jeu, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais t'as une sacrée mentale, parce qu'en plus, on en parlait, tu vois. Il y a des sports individuels comme ça, même le tennis, tu vois. Le tennis, c'est un sport individuel, mais tu perds demain. Il n'y a pas d'impact. C'est pas, ouais, c'est pas C'est pas pareil. pareil, tu vois, C'est pas alors pareil. que le MMA ou les sports de combat en Ouais. général, t'es jamais aussi famous que ton Ouais. dernier résultat, tu C'est vois. vrai, ouais. Toi, t'as enchaîné une série de 9 victoires, bon, on trouve que c'est la norme, c'est Ouais. c'est bien, Ouais, ouais. et il suffit d'une défaite, allez, Sur les Bah, réseaux comme on en sociaux. parlait tout à l'heure, tu vois, Ousmane, qui était champion, il a dominé les welter. Adesanya, il a dominé les middleweight. Il était super fort. Ils ont enchaîné 2-3 défaites. Ça y est, fini. Ils ont pris l'appel, ils les ont enterrés, C'est tu vois, ça. les gens. Le monde est cruel, comme on dit. Ouais, non, Donc, on est cruel. demain, t'es là, tu peux te retrouver là. ouais, c'est une belle allégorie de la vie, ça. Et justement, comment toi, tu l'as vécu personnellement qu'est-ce que tu as mis en place pour justement revenir, retrouver la motivation à t'entraîner, te dire, bon, allez, on retourne. Parce que moi, je voyais tes snaps derrière, tu étais retourné à l'entraînement pas longtemps après, quand même, tu vois. En fait, c'est que, comme on dit, faut se mettre dans une bulle après, tu vois. Mm. Si, comme je te disais, tu as des commentaires qui t'impactent, tu réponds à un ou deux commentaires. Alors, je sais que je dois pas le faire, mais vas-y, ça m'arrive, tu vois, je craque, alors que je dois pas le faire. Mais il faut te mettre dans une bulle, tu vois. Les gens, faut les laisser parler, parce qu'ils sont sur leur canapé, comme je dis, à manger des chips et ils regardent, tu vois. Donc, faut se mettre dans une bulle, et ça y est, faut repartir de l'avant, tu vois. La vie, elle continue au final, tu vois. Le soleil, il se lèvera toujours le lendemain et le surlendemain. Faut continuer, et au contraire, faut se nourrir de ça pour avoir plus l'envie tu sais, de leur donner tort, en fait, tu vois. Ouais, ouais. Tu reviens à l'entraînement, tu te réentraînes et tu retravailles sur tes faiblesses. Et la fois d'après, ça se passera mieux. Il n'y a pas de raison. Bah, c'est ce qui t'était arrivé en début de carrière, hein, quand Ouais, t'avais c'est ça, perdu. c'est ça. Justement, comme tu as dit, tu as pu capitaliser sur ça pour revenir encore plus Ouais. fort et enchaîner. Et c'est la vie. Et c'est aussi ce qu'on veut montrer sur la chaîne, c'est que bah, voilà, la vie, c'est des coups bas. Et il faut apprendre à se relever, il faut remettre les gants. C'est ça. C'est un peu bateau ce qu'on dit, et ça peut s'appliquer sur plein de domaines différents, que ce soit, je sais pas moi, que tu travailles en banque, que tu travailles Bien sûr. dans tous les domaines d'activité. Donc franchement, merci pour ce message positif, c'est une belle leçon de vie que tu donnes. Et du coup, maintenant, bah, c'est quoi la suite un peu des projets pour toi? Alors, je sais que mon manager, il en a parlé la dernière fois dans une vidéo. Normalement, je combats après le Ramadan. Je sais pas quand exactement, en fait, parce que c'est un petit tournoi que je vais faire, le PFL MENA. Ok. Donc, je sais pas quand exactement ça va commencer, mais je sais que c'est aux alentours du mois de mai.
Ok. En fait, ils ont déjà fait une première édition l'année dernière. Et je sais que c'était le premier combat du tournoi, c'était cette date-là, à peu près, au mois de mai. Donc, est-ce que ça va être au mois de mai exactement, là, je sais pas. Mais en tout cas, c'est dans cette tranche-là. Ok. S'il n'y a pas de bobo, que je devrais revenir. Toujours en bonne time ou... Non, en fait, ouais, cette fois-ci. Ok, featherweight. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est un tournoi, donc les grosses pertes de poids, on va éviter parce que c'est tous les 3 mois. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, je vais faire yo-yo à chaque fois. Ah ouais, c'est dur. C'est J'ai dur. pas envie de me. Et en plus, même, retrouver vraiment goût et plaisir à combattre, tu vois. Parce que là, comme tu disais, c'est pas évident. Après, le Poirier, ce qu'il disait. Et je vois exactement ce qu'il a vécu. Moi, par exemple, ça a été très, très dur de retourner à la salle tout de suite après parce que t'as pas envie de croiser le regard des gens. Tu m'étonnes. En fait, même si c'est tes frères et tout, ils savent que c'est un sport. Demain, tu perds, demain, tu gagnes. Aldo McGregor, ils auraient fait 10 fois le combat. Une fois sur 10, ça se finit comme ça, c'est fini. Bah oui, bien Ben, sûr. moi, c'était pareil, tu vois. Je sais que voilà, ça m'arrive à moi, tu vois. Mais c'est très dur de recroiser le regard des gens au début. T'as pas envie, tu sais, t'as pas envie d'aller à la salle, t'as pas envie de. Mais après, t'es obligé. Ouais, c'est comme ça. T'as pas le choix. Et en fait, comme on dit, le temps, à chaque fois, il ferme les plaies, tu vois. C'est la vérité. C'est. T'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y vas, t'y retournes. Comme toutes les épreuves de la vie. Exactement. Non, mais Et c'est... tous les jours passent et après. Franchement, merci parce que c'est un beau message que tu donnes là et Non, mais c'est la vérité. Après, c'est motivant parce que tu vois, c'est ce que. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en off avec l'effet des réseaux sociaux, le fait que le MMA ce soit un sport jeune, Ouais. que le public n'est pas encore forcément éduqué. Parfois, les gens se rendent pas compte en fait C'est vrai. de l'impact d'un petit commentaire tout bête. Hein, Et ils En sont fait, ça pas- te pique, des fois, et tu Ouais, tombes bien dessus. sûr, bien sûr. Et tu dis, ah, je réponds pas, je réponds pas. Des fois, tu réponds pas, tu supprimes même comme ça, tu le vois plus, tu sais même plus c'est qui l'a mis le commentaire, tu peux pas le retrouver. Mais après, tu gamberges, tu vois, tu réfléchis. Putain, il m'a dit ça, mais je vais lui dire ça. Et après, tu dis, non, vas-y, ça. Ouais, et puis c'est surtout que c'est des gens, comme tu dis, ils sont derrière leur canapé à manger des chips et regarder. La plupart, ouais, ils sont même pas inscrits à Fitness Park, tu vois. Moi, je te mens pas, ça m'est déjà arrivé, par exemple, en privé, ils m'envoient des DM, et les mecs, je leur réponds, mais sans les insulter, tu vois. Et au final, bah, ils finissent. Ah ouais, bah, franchement, ça m'est arrivé, je crois, 2 ou 3 personnes. Ah, mais en vrai, ça va, mais en vrai, t'es un bon gars, mais en vrai, je sais Oui, pas mais que c'est t'es comme. toujours comme ça. Parce qu'en vrai, ils te connaissent pas, Ils tu te vois. connaissent pas, bah, bien Parce sûr. que, c'est comme Mbappé dans son interview, il disait la dernière fois sur Click, il disait pour eux, les gens, c'était un robot. Ils allument la télé le samedi, ils te regardent pendant 90 minutes, il éteint sa télé, t'es plus là, il la rallume le mercredi, t'es là, il la réteint, t'es plus là. Nous, c'est pareil, ils voient que la cage. Ouais, c'est ça. Alors qu'en vrai, non, on est des humains comme tout le monde. Exactement. On a une vie comme tout le monde, on a une famille comme tout le monde. Donc, moi, ce qui m'embête le plus, c'est que moi, ça m'impacte moi, mais je m'en fiche. C'est moi. Mais quand ça fait mal à tes proches, parce qu'ils Bien sûr. voient, tu Ah ouais. sais, ça fait mal, tu vois. Et moi, le premier, demain, on insulte quelqu'un de ma famille, bah, moi, prendre, je vais aller répondre, tu vois. Forcément. Mais tu quand dis, c'est pour moi, bon, bah, t'inquiète pas. Comme on dit, on a le dollar, c'est tu ça. peux y aller, tu vois. Exactement. Ah non, mais je comprends complètement la gamberge et la mentale en tout cas. Mais en tout cas, Yanis, franchement, merci beaucoup hein, d'avoir pris le temps de répondre à toutes Ouais, nos merci à questions, de t'être livré comme ça. Tu vois, moi, je vais être honnête avec toi, il y a certains sujets, des fois, où je me dis, bon, est-ce que je peux en discuter ou pas? Mais ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, Non, tu non, mets tu les pieds peux. dans le plat, Franchement, tu peux. il y a pas de tabou. Ouais. Y a pas Et, de souci. Bah, le dernier sujet que je voulais aborder, c'était un peu l'actualité. Hein, là, il y a une belle carte là qui arrive là le 1er février, je En crois, Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite. Et il y a ton frérot, bah, Fares. Fares qui va combattre sur la carte. Il y a aussi Nassourdine qui va combattre sur la carte. Et moi, j'aimerais que tu me parles un peu de la relation que vous avez avec Fares parce qu'on sent qu'il y a une bromance, tu vois, entre vous deux et que vous vous soutenez, vous essayez de vous tirer vers le haut mutuellement. Et qu'est-ce que toi tu penses de ce combat-là? Comment tu le sens ce combat-là pour lui, toi? Franchement, moi, je vais commencer par ta première question. Bah, déjà, on a commencé en 2014 à peu près pareil. Donc, même période, en fait, il est venu à la Team Esbiri. Moi, ça faisait 1 an que j'y étais. Après, il m'a rejoint, en gros, il s'est inscrit. Après, de fil en aiguille, on a fait connaissance. C'était une bonne personne, j'étais une bonne personne. Et tu sais, après, voilà, tu sais, c'est le relationnel, c'est la vie, voilà, c'est comme ça. On est tombé l'un sur l'autre dans notre destin. Et après, on est resté toujours ensemble dans ce sport. On était sérieux, on s'entraînait, on s'accompagnait pour nos combats. On était jeunes, tu vois, les gens ne savent pas, mais quand on combattait en Ukraine, quand on combattait en Pologne, bah, on y allait tous les deux, il n'y avait personne, on était jeunes, tu vois, 20, 22 ans, on prenait l'avion, on y allait, on revenait, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on a toujours eu ce relationnel. Et voilà, il a toujours été là pour moi, j'ai toujours été là pour lui. Comme là, je serai toujours là pour lui, il sera toujours là pour moi. Je sais que demain, j'ai un problème, je peux compter sur lui. Donc voilà, on se tire vers le haut.
On essaie de se donner au maximum et c'est pas que du sportif. Mm. Au début, c'est que du sportif parce qu'on se connaît pas, tu vois. Mais après, maintenant, ça y est, c'est outre sportif, tu vois, c'est un vrai frère. Et pour en revenir à Mike Davis, bah, je sais pas la vidéo, elle va sortir quand. Si elle sort avant le combat ou après. En tout cas, j'espère une belle victoire de Fares. On espère tous. Moi, comme je le dis, il n'est pas plus dangereux que Matt Frevola. Je le trouve moins dangereux. Moi, je pense, et je l'espère de tout cœur, qu'on aura une masterclass de Fares. Ouais. Je te dis la vérité. Donc, après, un combat reste un combat. Ouais, Tout c'est peut ça, arriver. tout peut arriver, ouais. J'en ai fait les frais en juin. Mm. Tout peut arriver. Mm. Mais si on part du principe, il n'y a pas de lucky punch, comme on dit, Mm. ça va être dur pour Davis. Ouais, non, Très dur. On le sent affûté. Ouais, ça va être très, très dur. Et Parce puis que on la sent bestiole, qu'il aime son jeu. je m'entraîne avec. Quand tu l'as devant toi, c'est pas comme en vidéo. En vidéo, tu te dis ça va, il est grand, ouais, il est longiligne. Ouais. Il est fin. Ouais. T'es en lutte, il est tout dur, il frappe, ça Ouais, pique, c'est ça sec, pique, il ouais, est trop dur à attraper parce qu'il est grand, mais il est Ouais, grand. bah oui, puis il a un arsenal Et technique, tu sais, quand il est devant toi, comme ça, il est en garde, tu vois, comment je vais le toucher en Comment fait. je commence Ah oui, moi je sais de quoi je parle. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc c'est pour ça, je pense qu'en Davis, il le verra en face de lui, ça va pas être la même. Tu m'étonnes. Et il y a des Sagna, la sourdine. C'est un beau combat. Hein. Ouais, c'est En fait, c'est quoi que j'aime bien, c'est que c'est vraiment deux strikers, Ouais. mais au striking différent. Exactement. T'as le sniper Nassourdine qui frappe mais qui avance, Mm. c'est pam pam, ça tape sec. Et t'as Adesanya qui tape, mais c'est plus à la distance. Ouais. Distance, c'est plus du contre. Tu vois, c'est vraiment de l'analyse, du coup d'œil, beaucoup de changements de garde, beaucoup de feintes. Donc c'est ce que j'aime, c'est que déjà on va se régaler, c'est que c'est deux strikers. Ah, bah, clairement. Mais au striking différent, ça va être beau à voir. Et tu penses pas que Nassour, il aurait tout intérêt à faire du MMA, comme on dit, c'est-à-dire aussi aller le chercher en lutte, au clinch, pour le fatiguer un peu, aussi l'amener au sol, hein, parce qu'il est capable aussi. Hein. Nassour, beaucoup de gens oublient, mais C'est vrai, non, il est bon. En fait, je pense que Nassour, il est capable autant de le gagner à la décision que de le mettre KO. Ouais. Il est vraiment capable, parce qu'il a du punch, il est vraiment capable de faire les deux. Donc moi je pense que voilà, il va faire du MMA. Gagner le round, c'est le plus important. Il y en a 5. Adesanya, il a l'avantage de l'expérience Ouais, sur 5 rounds. Il a fait que ça, lui. Voilà, ça c'est pour lui. Mais voilà, je sais que Nassour, s'il fait du MMA, il est solide, il arrive à coller en bodylock, il a un beau bodylock. Donc je sais qu'il pourrait soit grainer les rounds comme ça, soit réussir à le toucher à un moment donné, parce que le sniper, c'est pas pour rien que c'est le sniper. Il a sa carte à jouer, tu vois. Adesanya, on a vu, il a pris des KO, il a pris... Ouais, et puis il est prend un bon moment, là, je pense. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'il a fait, je sais plus combien de défaites là récemment, Adesanya, quelques-unes. Ouais, Il en a 2-3. Pereira, ouais. Sur ses 4 derniers combats, il a une victoire. ouais. C'est la revanche contre Pereira, quoi. Ok, bah franchement, merci en tout cas pour ce moment qu'on a passé avec toi. Franchement, ça fait plaisir d'avoir des Lyonnais, tu vois, qui excellent dans leur domaine. Et je te le dis, hein, certes, il y a cette dernière défaite, mais il faut y aller, tu vois, faut les avoir pour aller dans la cage, faire ce que tu as fait. Et franchement, non, on te souhaite que de la réussite pour la suite, frérot. Et c'est sincère, hein, ce que je te dis. Et j'espère que on pourra te retrouver aussi sur notre média quand il y aura des belles victoires pour la suite. En tout cas, merci à vous. Mettre en avant les personnalités de Lyon, tu vois, ça fait plaisir. Donc, parce que c'est pas tous les médias qui viennent à Lyon, malheureusement. Tout se passe à Paris, donc voilà. Exactement. Mais dans les autres villes de France, pas que Lyon, mais il y a beaucoup de jeunes talents Qu'il faut surveiller. Exactement. Bon, bah, en tout cas, merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Merci.